Tout d'abord, je voudrais quand même remercier la SFA, parce que je ne m'attendais pas du tout à cette invitation. Donc Karim, très gentiment convié à présenter notre travail sur une assez longue période, je dois dire, vous allez le constater. Une trentaine d'années de réflexion et de réalisation autour de cette question pour nous absolument centrale et fondamentale qui est celle du logement. Enfin, on dit généralement du logement, mais là j'ai délibérément intitulé la conférence l'habitation au cœur de l'architecture pour différencier, on va dire, l'objet même de cette présentation d'un thème qui serait un peu trop étroitement, à dire, circonscrit à la question du logement lui-même, ou peut-être, à l'inverse, un peu trop largement étendu à celle de l'habitat. Donc j'ai pensé que le terme même d'habitation était peut-être plus approprié, parce qu'il rentrait plutôt, je dirais, dans la dimension qualitative de l'organisation des espaces résidentiels, des espaces domestiques, et que ça nous permettait, en quelque sorte, d'enrichir un petit peu le propos. Et le titre principal, donc type, forme, contexte, tend à essayer d'expliquer, peut-être, sans utiliser de grands mots, une méthodologie qui nous aurait permis, je mets tout ça au conditionnel, parce que tout ça est évidemment éminemment discutable, au cours de ces quelques décennies, d'approcher, d'aborder la question des projets résidentiels, des projets d'habitation, en essayant d'ordonner ces trois instances, type, forme, contexte, sachant que leur relation n'est pas du tout évidente, pas du tout linéaire non plus, que c'est un processus itératif assez complexe, évidemment, à décrire. Alors, je commence par une citation qui était d'ailleurs sur l'affiche d'appel à cette conférence, donc, qui me tient énormément à cœur, que vous connaissez tous, il m'appelle Adolf Loos, sur la question de la relation de l'architecture de la maison, dit-il lui, mais bon, ça peut s'étendre évidemment à l'habitation, à l'habitat, et qui ne relèverait pas de l'architecture, lui-même considérant que seul, alors effectivement le propos est un peu provocateur, délibérément, vous savez qu'Adolf Loos était quand même un spécialiste de la provocation journalistique et littéraire, et il restreignait radicalement l'exercice de l'architecture comme art aux monuments ou aux tombeaux. C'est ce qu'il disait. Et il excluait effectivement tout ce qui tournait autour de la maison, autour de l'habitation, du domaine de l'art, et non pas de l'architecture. Donc il introduisait, non, c'est pas ça dont on va discuter ce soir, j'imagine, mais bon, une question peut-être qui n'est pas anodine du tout, de se poser, consiste à se demander si, en toutes circonstances, l'architecture relèverait ou pas d'une approche artistique. Voilà. Et la deuxième citation qui est toujours d'Adolf Loos et qui date de la même époque, donc de ce texte fondateur qui s'appelle Malgré tout, et qui donne une définition extrêmement brève, extrêmement précise de ce qui est pour lui l'architecture. Et à quel point une forme élémentaire qu'il a est celle du tertre, on va dire, funéraire, rencontré de façon fortuite dans la forêt, évoque quasi immédiatement et de façon extrêmement profonde ce qui s'est produit à cet endroit-là et qui peut être étendu pratiquement à toutes les formes architecturales. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour fixer le cadre intellectuel dans lequel on essaye de fonctionner. Alors, un autre auteur qui nous a énormément, en tout cas moi personnellement, marqué depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, c'est le travail de Giorgio Grassi. Vous connaissez sans doute son ouvrage, le seul pratiquement traduit en français, qui s'appelle Architecture comme métier. Une citation ici également, à notre avis, très importante, qui consiste à essayer d'établir la relation qui existe entre l'exercice
du métier d'architecte et l'héritage qu'il reçoit, et comment il s'inscrit, et comment, en fait, il s'efforce perpétuellement de réinterpréter, de se réapproprier les architectures précédentes, et comment il s'inscrit dans ce contexte et dans cette continuité et cette tradition. Et la dernière phrase est particulièrement significative aussi. Chaque œuvre nouvelle est donc nécessairement une représentation très fidèle de toutes celles qui l'ont précédée. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuum intellectuel et projectuel entre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et l'héritage qu'on a reçu, que cet héritage d'ailleurs soit conscient ou moins conscient. Et puis cette image, qui me tient aussi énormément à cœur, qui renvoie aussi à Giorgio Grassi, puisqu'il s'agit de Heinrich Tessenhoff, et qui représente une maison ouvrière. Et j'ai beaucoup de... comment dire j'éprouve une sorte de... un sentiment... ouais, une certaine... parlons de ça, oui, une émotion. Disons, regarder et observer cette représentation de la maison ordinaire, de la maison traditionnelle, là en l'occurrence la maison ouvrière en rangée, donc qui date de 1908 et qui renvoie aussi à cette affirmation de Giorgio Grassi qui indique qu'une maison ne peut nier l'idée générale de maison, c'est que dans chaque entité architecturale qui s'attachera à l'architecture de la maison, il faudra retrouver les caractères et les éléments fondateurs de ce qu'est l'architecture résidentielle. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail et l'analyse de cette image, mais bon, vous voyez à peu près ce dont je veux parler. Voilà. Alors j'ai rajouté aussi une petite citation qui m'intéresse, parce qu'elle vient de Mies van der Rohe, via Giorgio Grassi à nouveau, et qui aussi était très intéressante, en ce sens qu'elle établit en quelque sorte le caractère collectif du travail d'architecture, à savoir que ce n'est pas un travail solitaire, d'une part, et c'est la tentative de faire partager quelque chose de commun avec tout un chacun, et notamment ceux avec lesquels, évidemment, on va être amené non seulement à travailler, mais également ceux qu'on se propose de loger. Alors, les trois instances, type, forme, contexte, j'ai essayé de faire en sorte de les identifier. Le type, en quelque sorte, c'est, bon, vous savez ce que c'est, je ne vais pas développer outre mesure la question du type. Il y a des centaines, voire des milliers de pages qui ont été écrites sur le sujet. Mais en gros, c'est la définition théorique du dispositif spatial qui permet en fait de résoudre les questions distributives, mais également les questions de rapport au sol, et qui forment des catégories finalement très larges, à l'intérieur desquelles on est amené à opérer des choix pour résoudre des problèmes de projet. La question de la forme, c'est la façon dont on va transcrire en fait ces types et comment on va concrétiser le choix qu'on aura fait d'une typologie pour finalement l'introduire dans un contexte qu'on aura au préalable analysé. Et donc cette espèce de triptyque type, forme, contexte, sachant que la forme est vraisemblablement la médiation qui permet de passer du type au contexte et donc au projet réellement situé dans le lieu qui lui a été affecté. Cette trilogie, comme je le disais au début, ne fonctionne pas de façon évidemment linéaire, qu'il y a constamment une itération entre les choix qu'on aura opérés en termes de typologie, la forme qu'on aura voulu leur donner et l'introduction dans le contexte, sachant que ces trois instances interréagissent les unes avec les autres. Donc on va essayer de voir comment, dans notre travail, que notre idée, en fait, c'est d'essayer de voir, au cours de ces dizaines d'années, si une sorte de ligne directrice, finalement, se dégage, et s'il y a une certaine cohérence, en fait, dans ce travail, c'est ce que nous croyons. Donc les deux projets matriciels que je voulais montrer,
Ils remontent à 94-96, mais je pense qu'ils sont très très instructifs sur la façon dont on a par la suite travaillé sur d'autres projets, et dont vous allez voir les plus récents. Donc ces deux projets matriciels datent de cette époque. Et, le premier se situe à Montreuil, et le deuxième se situe à Bagnolet. Donc le premier, c'est en fait un projet très modeste, c'est le premier projet de logement collectif, donc à caractère social, qui nous a été confié par la CEMIMO, qui était un maître d'ouvrage assez éclairé, et qui s'occupait des opérations sur Montreuil et Bagnolet à l'époque, et au travers d'une série de circonstances assez rocambolesques, sur lesquelles je ne vais pas revenir, nous a confié à l'époque qu'il n'y avait pas de concours systématique, donc ces 35 logements à réaliser. Donc voilà le contexte du projet. Donc une rue principale qui est la rue Marceau, la rue Diderot qui est donc la rue transversale ici est-ouest, et le projet se situe ici, donc affecte la forme d'une équerre autour finalement d'un espace intériorisé qui est la cour affectée en fait à ces logements, et qui par ailleurs, donc cette partie de l'immeuble étant orientée plein sud, donc ménageait une je ne sais pas trop comment l'exprimer, disons une percée vers un terrain d'aventure qui était censé se situer ici, et d'ailleurs qui existe, effectivement, la percée elle-même n'ayant pas été finalement pratiquée, en tout cas il s'agissait d'un passage public. Et donc l'autre caractéristique, c'est qu'évidemment on est ici en mitoyenneté, vous voyez à quoi ressemble le tissu environnant de cette opération, donc c'est tout à fait caractéristique du Bas-Montreuil, hein, une alternance d'entrepôts, de petites entreprises, de manufactures, etc., et de petits immeubles banlieusards auxquels il a fallu évidemment s'adosser. Et puis ici, une petite maison qui fait partie du projet et qui a été conservée et intégrée dedans. Alors, pour revenir à l'assertion de Grassi sur l'héritage et sur la référence, ce projet, en fait, s'est très très largement inspiré d'une opération réalisée par Roland Simounet en 1990 sur l'îlot Basilic, que vous connaissez peut-être, et qui est un projet dont la caractéristique essentielle est d'avoir travaillé sur une typologie, ici, de logements à demi-niveau, duplex à demi-niveau décalé. Alors, il faut que je donne quand même une explication. Vous voyez ici cette coupe qui est due à Roland Simounet, ne correspond pas en fait au projet. Alors, il s'avère que j'ai récupéré ce document dans un vieux numéro d'architecture aujourd'hui qui était comment dire, consacré à cette opération de Simounet, et que c'est comme ça qu'il représentait son projet, alors que finalement, il n'est pas conforme en fait au plan. Donc, il faut s'imaginer, vous allez voir la coupe de notre propre projet, mais vous allez comprendre ici, distribution parcoursive, entrée dans la partie basse, inférieure, avec le cabinet de toilette qui se trouve ici, donc une première volée d'escalier qui atterrit sur le premier demi-niveau, qui est en fait le séjour donc, du logement, la cuisine orientée ici, en fait traversant dans les deux sens, hein, au travers de l'espace d'entrée, et puis un grand balcon ici qui prend toute la largeur de la trame. Et puis en reprenant en fait une demi-volée, on atterrit sur le demi-niveau supérieur, le premier demi-niveau supérieur qui se trouve ici, où on trouve deux chambres, et puis un troisième demi-niveau où on trouve la salle de bain et deux autres chambres. Donc on est ici un 5 pièces. Voilà. Donc ce dispositif nous a paru déjà à l'époque extrêmement riche, extrêmement intéressant, et permettait de sortir, en quelque sorte, par le haut, si j'ose dire, et par le bas en même temps, de ce que nous on appelle le logement tunnel. Et en fait, cette cellule, qui porte bien son nom d'ailleurs, et qui est rigoureusement enserrée en quelque sorte entre les deux voiles porteurs, qui sont en général les éléments transversaux qui vont d'une façade à l'autre, et entre lesquels, évidemment, on porte les planchers, et qui induisent, on va dire, une organisation du logement qui est rigoureusement, on va dire, est certes traversant,
c'est une de ses qualités principales, si ce n'est la seule, mais qui, à notre avis, malheureusement, réduit considérablement la possibilité de s'approprier l'espace du logement lui-même. Cette façon-là de résoudre le problème de cette contrainte entre voiles, c'est précisément de faire en sorte qu'il se développe sur plusieurs niveaux décalés. Donc voilà l'opération à l'époque. Donc voilà, pardon. Ici, le pavillon qui a été conservé et qui a été réaménagé en logement, enfin en maison individuelle. Ici, donc la partie alignée sur la voie principale, donc la rue Marceau, et puis le retour, ici, il y a le retour qui est plein sud, et qui comporte, parce que l'une des innovations, si j'ose dire, que nous avons tenté d'introduire par rapport au projet classique de duplex à demi-niveau décalé, c'est plutôt que de le distribuer par coursive, essayer de modifier finalement la typologie pour que la distribution s'effectue par cage. Les cages étant là, comme vous pouvez le constater, rejetées complètement à l'extérieur du volume principal de l'immeuble. Donc ça, c'est la principale modification du type que nous avons introduit, sachant qu'ici, on devine la fameuse circulation hypothétique, mais qui en fait partie du périmètre de l'opération et qui devait permettre de rejoindre le terrain d'aventure qui est situé ici tout à fait à droite. Donc voilà la coupe qui est donc tout à fait caractéristique du projet. Elle permet en fait, ce décalage de demi-niveau permet d'offrir à la partie séjour du logement du rez-de-chaussée une demi-hauteur supplémentaire, ce qui est quand même pas négligeable. Et ensuite, les logements vont se déployer systématiquement sur ces demi-niveaux. Donc ça, c'est pas une innovation. Véritablement, ce que ce projet a tenté de résoudre, c'est d'inverser finalement le système distributif, plutôt que de le faire par l'arrière et par coursive, de le réaliser frontalement et par cage. Donc ici, on voit le plan du rez-de-chaussée. Donc bon, c'est difficile de le commenter en détail. Mais si vous voulez, voilà, on pénètre ici entre des jardins qui sont d'ailleurs affectés au logement du rez-de-chaussée, qu'on peut éventuellement deviner ici. On pénètre dans le système distributif vertical qui va ensuite s'enrouler à l'extérieur pour distribuer systématiquement les demi-niveaux d'accès, sachant qu'on traverse, c'était une des principales difficultés, on traverse donc les terrasses et au lieu d'arriver par l'arrière, comme chez Simounet, comme vous l'avez vu, on arrive par l'avant et que donc il faut ménager côté séjour à chaque fois des espaces d'entrée qui soient quand même identifiables et qui permettent de séparer malgré tout la pièce de séjour des autres espaces du logement. Donc voilà, ici, un logement de 4 pièces établi sur 3 demi-niveaux. Alors il faut quand même dire que pour nous, ça a été une chance pratiquement inespérée. La CMIMO, à l'époque, était extrêmement favorable au travail des jeunes architectes qu'elle sollicitait. En tout cas, vis-à-vis de nous, elle nous a laissé pratiquement carte blanche pour élaborer ce projet et pour expérimenter dans le domaine de la... et donc, pardon, de mettre en place ce type de dispositif typologique. Et à chaque fois, ils ont validé les options que nous proposions. Donc voilà, ici, au débouché de l'escalier, donc reporté à l'extérieur, comme vous voyez ici, on pénètre ce petit espace d'entrée, donc qui comporte ici un placard, qui ne monte pas sur toute la hauteur, le séjour proprement dit, ici une sorte de réduit, qui est évidemment systématiquement approprié et mis à profit. On monte au premier demi-niveau, donc sur cette volée, qui nous conduit ici sur le demi-niveau supérieur, qui comporte une salle de bain, la cuisine et une chambre. Et on continue à monter, on descend, on descend, et ici on se retrouve dans le demi-niveau inférieur,
qui comporte le cabinet de toilette, un rangement et les 2 chambres de la partie basse. Donc voilà, ça c'est une vue de la rue Marceau, donc orientée vers le sud. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail du système constructif, mais d'ores et déjà, à cette époque, on avait opté pour un système mixte, c'est-à-dire ossature béton et enveloppe ossature bois. Bon, c'était très nouveau à l'époque. Bardage bois, là, en l'occurrence, c'est du red cedar, donc là aussi, c'était extrêmement qualitatif. Et voilà cette vue très caractéristique de la façade sud, mais vue du côté intérieur de la parcelle, où on constate effectivement à quel point cette extériorisation des cages d'escalier par rapport au volume principal de l'immeuble introduit une sorte de surexpressivité, je dirais, hein, de l'architecture, qui, bon, en dépit du fait qu'il fonctionnait indéniablement de façon très efficace, présentait, à mon avis, une problématique qu'il aurait fallu résoudre peut-être autrement, en essayant d'intégrer, vous allez voir que dans les derniers projets où on a adopté cette même typologie, on a effectivement réussi à intégrer les cages d'escalier dans le volume principal. Donc ça, c'est la façade arrière. Bon, maintenant, elle est un peu patinée, hein, c'est clair. Et ça, c'était son état au moment où le bâtiment a été achevé. Voilà des vues à l'intérieur qui sont très significatives de la qualité spatiale qu'on peut obtenir avec ce dispositif typologique. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que en adoptant ce mode de distribution, on fait une économie absolument massive de distribution, puisque toutes les distributions s'effectuent par les paliers, hein, que vous devinez ici. On va peut-être en voir d'autres. Voilà. Ici, on est sur un demi-palier, donc on a vu vers le séjour et l'entrée. Hein. Ici, on est au rez-de-chaussée, donc là, on voit la surhauteur du séjour du niveau rez-de-chaussée, le petit bloc de rangement placard qui permet de séparer la partie entrée proprement dite du séjour. Et ici, voilà, encore une fois, une vue assez significative des relations spatiales qui s'établissent. En fait, c'est une façon, encore une fois, je le répète, de sortir du logement tunnel par le haut et par le bas, c'est-à-dire en fait en déployant finalement le plan du logement plutôt à la verticale qu'à l'horizontale. Le deuxième projet matriciel, en tout cas un peu qui a orienté aussi assez largement toute une série de nos autres opérations, se situe donc là sur le plateau de Bagnolet. Il s'agit de 35 logements et réalisés entre 1994 et 1996. Donc la vue aérienne, là, vous voyez le périmètre de l'opération, à peu près ça. Et on est situé dans un tissu qui est quand même assez nettement différent du précédent, en ce sens qu'il s'agit en fait d'un parcellaire maraîcher qui a été progressivement occupé par des constructions et qui comprend en fait des parcelles très très longues et très très profondes, très étroites et très profondes, résultat en fait de l'exploitation maraîchère du sol antérieur, et distribuées par tout un réseau de venelles très très étroites, dont certaines peuvent faire moins d'1 mètre de large, donc évidemment impossible d'y accéder en voiture. Et donc c'est à partir de cette question, sachant que la programmation qui, elle, était en l'occurrence établie par la maîtrise d'ouvrage, prévoyait que ces 35 maisons devaient occuper le cœur de l'îlot, que les voitures ne pouvaient pas y pénétrer, c'était une prescription. Ça, je dois le dire que, de ce point de vue-là, l'office HLM de Bagnolet a eu une sorte d'intuition assez remarquable, et que ces voitures, donc, parce que chacune de ces maisons devait posséder malgré tout une place de stationnement, étaient cantonnées sur des immeubles neufs qui étaient situés à la périphérie de l'îlot, des immeubles collectifs. Voilà. Et donc, en réalité, 2 équipes d'architectes ont été retenues à l'issue du concours, une équipe pour réaliser les immeubles périphériques et une autre équipe pour réaliser la partie centrale en maison individuelle.
Et donc là, ce qui a été la source principale, enfin les deux sources principales, je dirais, je voudrais dire d'inspiration, à partir desquelles nous avons travaillé, c'est ce projet que certains d'entre vous doivent certainement connaître, parce qu'il est devenu fameux récemment, donc de Adalberto Libera, qui date de 1951, qui est situé dans la périphérie de Rome, Tuscolano, 126 maisons qui se présentent comme des maisons en L, autour d'un patio, sans garage, et enserrées, comme vous pouvez le voir ici, dans une sorte de mur bastidaire qui l'isole complètement, à l'époque, d'un environnement qui était complètement rural, qui maintenant est totalement saturé de construction résidentielle. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est le plan qu'a adopté Adalberto Libera. C'est en fait 4 maisons groupées autour de leurs jardins centraux, ici, sachant que ce sont des jardins individuels, donc des maisons en L. Celles-ci étant retournées à l'inverse des autres, de sorte que son jardin ne soit pas, on va dire, affecté par l'ombre portée des autres maisons. Et donc ça, c'est une espèce d'astuce, je dirais, de plan, qui lui a permis en fait de valoriser également l'espace extérieur de la maison qui était a priori la plus mal placée. Voilà. Donc ça, c'est une des sources principales à partir desquelles on a travaillé. Et l'autre que vous connaissez également, qui évidemment se situe dans un tout autre contexte, Hudson, donc à Fredensborg, qui sont des maisons en L pour des retraités du ministère des Affaires étrangères, et qui là représentent effectivement à mon avis, un des sommets de l'architecture résidentielle, notamment organisé sous cette forme de maison. Voilà. Donc ça, vous voyez, on n'est pas du tout dans le même contexte, parce qu'en fait, à l'inverse de ce qui s'est passé à Rome, l'environnement a été préservé pratiquement sous la forme que vous voyez là. D'ailleurs, ça, je pense que c'est une photo aérienne récente. Et donc, ces maisons en L, adossées les unes aux autres, et contrairement au projet de Libera, par contre, et vous voyez que ça a un impact quand même tout à fait significatif, elles ont tout un garage et qui sont accessibles par des voies carrossables à l'intérieur du dispositif que vous voyez ici. Donc en fait, là, ce qui nous intéressait, c'était le travail sur la typologie des maisons en L adossées, dégageant à chaque fois des tout petits jardins. Bon, là, ils sont quand même assez confortables. Pour ce qui nous concerne, les jardins ne pouvaient pas excéder 40 mètres carrés. Donc ça, c'est un croquis qui date de 1994 et qui exprime de façon assez explicite, si vous voulez, la façon dont on envisageait d'articuler en quelque sorte 4 maisons, des unités de 4 maisons, regroupant à la fois des maisons à simple rez-de-chaussée et des maisons à R+1 autour de leur propre jardin d'une 40aine de mètres carrés. Donc ça, c'est le plan masse. Donc il y a un grand jardin en cœur d'îlot qui était aussi prescrit par la maîtrise d'ouvrage, qui se trouve ici, donc à l'est du site. Un petit jardin dit jardin des conifères, qui là est plutôt une initiative de notre équipe, parce que effectivement sur le site il subsistait encore un certain nombre de sujets d'arbres d'assez bonne dimension, tel qu'ici un énorme tilleul qui est visible pratiquement de tout le quartier, et ici un groupe de conifères. Donc on a suggéré en fait d'échancrer en quelque sorte cette nappe de maison pour donner lieu à quelques respirations, on va dire végétales, à l'intérieur du dispositif. Bon, ça, c'est les plans de rez-de-chaussée. Alors, vous pouvez constater une chose, c'est que toutes les maisons sont orientées au sud, enfin, leurs jardins, du moins, sont orientés au sud, et que, voilà, ils s'adossent ici à chaque fois, et tout un travail a été réalisé pour éviter que, disons, l'ombre portée des parties supérieures à R+1 vienne affecter, en quelque sorte, les espaces extérieurs des maisons. Bon, ça aussi, c'était pas évident de convaincre le maître d'ouvrage qu'une maison avec jardin de 40 mètres carrés, c'était quelque chose de concevable, et que, voilà, on pouvait
sans difficulté sortir du principe de la maison isolée sur sa parcelle, ou de la maison en bande. Voilà, donc ça c'est l'aspect du groupe de maisons, d'un des groupes de maisons, depuis le jardin d'îlot, donc en l'occurrence vu vers l'ouest. Ça c'est une des images qui a été remise au moment du concours. Donc vous voyez qu'on n'est pas loin de Heinrich Stessenow, déjà à l'époque, et qui nous laisse penser que l'image de synthèse, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'exprimer l'intention architecturale d'un projet, et qu'avec un peu de dextérité graphique, on peut parfaitement rendre compte des objectifs qu'on poursuit dans la mise en place des éléments du projet. Voilà, autre dessin présenté au concours, que vous trouvez ici, et les réalisations, la réalisation donc, de cette petite distribution par venelle très étroite, en l'occurrence de 2 mètres, voire des fois un peu moins, plus rétrécis. Ces jardins très protégés, parce que la condition sine qua non qu'on a réussi à également expliquer et qu'ils ont finalement assez bien accepté, c'est que ces jardins, en dépit du fait, et précisément parce que c'était des petits jardins, ils devaient, la condition sine qua non pour qu'ils soient correctement appropriés, c'était de les protéger assez efficacement des regards. Voilà un plan là d'un 3 pièces, en l'occurrence, qui est le type le plus simple, avec son jardin de 40 mètres carrés, son abri de jardin ici qui tient l'angle de la partie extérieure. On pénètre par là, et puis on rejoint l'entrée proprement dite, le séjour. L'idée aussi, c'était, par rapport à d'autres plans de maisons en L organisés comme ça autour de leur jardin, c'était de faire en sorte que l'angle rentrant de la maison ne soit pas, on va dire, neutralisé par le cloisonnement proprement dit. Donc là, dans ce cas-là, mais je crois qu'il y a d'autres plans, dans ce cas-là, vous voyez qu'effectivement, l'effort a porté sur l'intégration de la zone d'entrée à la zone de séjour. Après, bon, la partie privative avec les 2 chambres, cabinet de toilette, etc., et puis la cuisine ici. Voilà, ben là, on a un exemple encore plus significatif. Il s'agit d'un 4 pièces, et donc là vous voyez comment la surface du séjour finalement est organisée autour de cet angle rentrant, permet de différencier un coin repas d'une grande cuisine également, et la chambre recommandée par le séjour. Et à l'étage, donc distribué par un escalier, donc 2 chambres et une salle de bain éclairée. Donc ça, c'est un type qu'on a réutilisé à nouveau à plusieurs reprises, c'est pour ça que j'ai parlé de projet matriciel. C'est véritablement un dispositif, je dirais, certes, assez élémentaire, je veux dire, qui ne présente pas de complexité particulière, mais qui a une capacité d'association et de déploiement en nappe absolument remarquable. Donc voilà d'autres images. Donc ça, c'est le fameux petit jardin des conifères dont je vous parlais. Ça, c'est le fameux tilleul qui malheureusement a été élagué, mais depuis, c'est à nouveau développé. Et voilà, ça donne assez clairement une idée de l'atmosphère qui règne dans cet ensemble de maisons. Bon, c'est du logement social, évidemment. L'immeuble urbain, ça c'est aussi une catégorie, évidemment on n'est pas les seuls, ça va de soi, mais l'immeuble urbain aussi est une typologie qui nous intéresse particulièrement, parce qu'on est persuadé qu'en suivant un certain nombre de règles finalement élémentaires, alignement, gabarit, adossement, mitoyenneté, etc., on peut, on va dire, contribuer à ce que la forme urbaine et le tissu urbain puissent continuer à se déployer, y compris dans des secteurs de ZAC comme ici à Gennevilliers. Donc là, il s'agit en 2009-2011 d'une 50aine de logements sociaux. Et vous avez ici la vue aérienne de l'îlot, et notre projet s'établit ici en U autour de son jardin. Toujours aussi la recherche de l'intériorité résidentielle, essayer d'octroyer en quelque sorte. Donc évidemment, c'est une approche qui se distingue radicalement des typologies de bars ou de plots. Essayer systématiquement de fabriquer une intériorité et d'octroyer un usage à l'espace intérieur de l'opération.
Voilà le plan masse. Bon, je ne vais pas trop m'étendre, en ce sens, sauf à dire qu'il y a un étagement des volumes qui permet en fait de passer du R plus 5 ici, autant que je me souvienne, R plus 4. Donc il y a un élément dominant ici à R plus 5, puis deux volumes à R plus 4, puis R plus 3, puis deux maisons à R plus 1 ici. Donc il y a une sorte de dégradation en terrasse qui permet de finalement dégager vers le sud l'occupation de la parcelle, de sorte que le jardin lui-même ne soit pas, encore une fois, affecté par l'ombre portée de grands volumes qui seraient situés dans la partie sud du projet. Alors voilà à quoi ressemble, donc ça c'est une construction en briques massives. Voilà à quoi ressemble donc l'immeuble, donc aligné sur la rue Henri Barbus qui part ici. Ici, une grande promenade végétalisée qui longe en fait et qui s'ouvre en quelque sorte sur le cœur de l'îlot, donc aménagé en court jardin. Voilà, donc une architecture délibérément, on va dire, simple, des fenêtres verticales, des loggias profondes, des balcons voilà, qui permettent là aussi d'exprimer l'identité de l'immeuble hein, sur un angle relativement important entre les deux voies qui bordent, les deux voies carrossables, en l'occurrence qui bordent donc la parcelle. Voilà, un certain dépouillement, une certaine simplicité de l'architecture. Bon, voilà le plan du rez-de-chaussée. Bon, je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail. Peut-être à dire que les deux maisons individuelles, vous les distinguez ici. Elles viennent assez utilement, je dirais, compléter les limites du jardin en cœur d'îlot. Ici, l'entrée donc, du parking, puisqu'on a un parking qui est sur toute la partie bâtie, le centre étant en pleine terre. Les halls traversant ici, un autre hall porche traversant, enfin tout un système distributif assez sophistiqué. Bon, et ici, vous apercevez peut-être, de même qu'ici, une typologie de logement classique, hein, en ce sens qu'il est, donc il est sur ce ne sont pas des duplex, il est sur un seul niveau, mais ce qu'on appelle, nous, le plan gravitaire. C'est-à-dire faire en sorte, encore une fois, sortir du logement tunnel, faire en sorte qu'il y ait disons des parcours à l'intérieur du logement, même si ça s'effectue autour d'un élément de rangement, d'un placard, mais qui est tout à fait dynamique du point de vue de l'usage du logement, notamment vis-à-vis des enfants. Ça, c'est quelque chose, c'est des témoignages qu'on a recueillis dans d'autres opérations, où les locataires nous disaient qu'effectivement ce dispositif était extrêmement intéressant pour eux parce que ça donnait en fait bien que ce soit évidemment, bon, on est entre quatre murs d'un appartement, hein, on n'est pas, et notamment bon, récemment au cours de la période donc qu'on a connue, qu'on a traversé l'épidémie, le fait de pouvoir, d'offrir en fait aux enfants la possibilité d'aller et venir et de tourner et de ne pas se sentir, on va dire, littéralement enfermé entre quatre murs, si j'ose dire, était relativement bien apprécié. Donc ça, c'est le plan des tâches courantes, donc je ne vais peut-être pas non plus m'attarder, mais bon, c'est toujours un peu les mêmes principes. Et puis aussi, une très grande attention apportée aux parties communes, qu'on tente systématiquement, parties communes et escaliers, paliers d'étage, systématiquement éclairés en premier jour, de façon à rendre finalement ces espaces, on va dire, leur donner un niveau qualitatif tel que les gens n'aient pas envie systématiquement de les fuir, et plutôt peut-être, pourquoi pas, de s'y attarder. Ouais, autre vue, donc là, on est à partir de la promenade plantée, hein, qui se situe ici, et on aperçoit donc le cœur de cette opération, donc jardin d'îlot. Enfin, jardin résidentiel plutôt. Alors ça, c'est un autre projet qui présente aussi des caractéristiques tout à fait particulières, situé à Ville d'Avray, donc 34 logements sociaux. Alors là, dans un contexte qui sociologiquement est complètement différent. Vous connaissez sans doute Ville d'Avray, c'est l'ouest de Paris. On est sur la route de Versailles, donc qui va du centre-ville
le petit centre-bourg de Ville-d'Avray, banlieue très chic, hein, à proximité de Marne-la-Vallée, qui est sans doute une des... pardon, Marne-la-Coquette. Marne-la-Coquette, qui est sans doute l'une des communes les plus riches de la région parisienne, et route de Versailles, donc accès vers l'ouest ici. Et il faut savoir quand même que l'environnement n'était pas tout à fait favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'implantation ne serait-ce que de 34 logements sociaux, maîtrise d'ouvrage I3F. Donc on a eu quelques vicissitudes au démarrage, au prétexte de vouloir préserver ici cette forêt magnifique qui s'appelle le bois de Fausse-Repose, sachant que la parcelle qui nous a été affectée est un délaissé forestier qui ne comportait pas en fait de grands sujets, voilà, ni d'arbres importants, et que toute une campagne écologique a été conduite contre ce projet en prétendant qu'on était en train de rogner sur la forêt. Bon, finalement, on a emporté le morceau, y compris devant les tribunaux, et l'opération a pu se faire. Donc voilà à quoi elle ressemble. Il s'agit de 2 immeubles. Alors sur une parcelle extrêmement effilée, qu'on voit ici, puisqu'il s'agit d'un délaissé. Il n'a jamais été prévu de construire le moindre immeuble sur ces parcelles. Et donc le programme est divisé en 2 immeubles, un immeuble principal et un immeuble secondaire. Ici, une vue assez généreuse vers la forêt, les frondaisons. On est orienté nord-sud. Donc la forêt, malencontreusement, se trouve au nord. Et la façade, on va dire, bien exposée, se trouve au sud. Et malencontreusement, le long de la voie finalement assez passante, de cette pénétrante entre Versailles et Ville-d'Avray. Donc voilà la forme qu'affecte cet immeuble. Il est construit en briques massives. Le premier immeuble, celui-ci, est en retrait précisément pour tenter de préserver en quelque sorte les espaces extérieurs et notamment ces balcons en zigzag des nuisances du passage des voitures. Les fonds de loggia donc, sont réalisés là, vous le voyez, en ossature bois et bardage bois. Ici vient prendre place un commerce. Bon, là, il n'était pas encore, la cellule commerciale n'était pas encore occupée, mais bon, elle l'a été depuis. Et voilà. Et donc ça, c'est le plan du rez-de-chaussée. Donc ici, on a des logements. Je crois qu'on s'en rapproche un peu tout à l'heure, donc on pourra voir comment ils sont distribués. Mais voilà, des cages d'escalier, en fait. On est dans une famille, là, pour parler un peu technique, on est dans une famille, en l'occurrence en 2e famille. Étant en 2e famille, nos escaliers ne sont pas nécessairement encloisonnés. Donc on peut avoir des paliers assez ouverts et distribuer directement les logements sur ces paliers. Il n'y a pas d'ascenseur, sachant que la hauteur des immeubles est telle que ce n'était pas requis. Et cette partie-là est occupée plutôt par des maisons, en quelque sorte, des duplex, qui sont adossés les uns aux autres. Seule cette partie-là étant accueillant plutôt des appartements plus classiques, également distribués par une cage, là en l'occurrence traversante, alors que celles-ci sont plutôt longitudinales et longent donc la limite qui donne sur la forêt. Vous allez voir, ça donne des résultats assez intéressants. Donc voilà le plan d'étage. On voit que autour de chaque escalier, on a 2 logements, dont toutes les parties, on va dire, techniques sont regroupées au centre du plan. Et l'effort apporté sur la transparence entre la partie cuisine et la partie séjour qui se trouve ici, la partie privative étant reportée de ce côté-ci. Donc ça, c'est l'arrivée côté Versailles. Donc c'est le premier immeuble, en tout cas du côté gauche, quand vous arrivez de Versailles, c'est le premier immeuble de la commune de Ville-d'Avray. Donc on lui a donné, là aussi, délibérément, un côté assez expressif. Indubitablement, bon, la métaphore étant celle d'une sorte de bateau voilà, accosté le long d'un quai.
Voilà la cage d'escalier dont je vous parlais, très très largement ouverte sur la forêt, donc au nord, et distribuant des paliers ouverts sur les deux logements de part et d'autre de ce palier. Voilà, d'autres vues, donc là on est au nord aussi, ça c'est la partie nord, bon, qui est là, heureusement, je dirais, éclairée en été par le soleil couchant arrivant de l'ouest. Donc bon, bah, ça met un peu en valeur la façade. Ça c'est l'extrémité donc, de l'immeuble principal. Voilà, et ça une autre vue sur la cage d'escalier. Voilà, bon, là, bon. Comme on est assez content finalement du résultat. Et voilà, donc ça c'est la façade principale avec ces fameux balcons un peu ondulants. Ça c'est une référence, bon je ne l'ai pas noté ici, mais c'est une référence à un projet magnifique qui se situe, autant que je me souvienne, à Bâle. Non, à Bâle ou à Zurich? À Bâle. À Bâle, donc, qui est dû à deux architectes s'appelaient Morgers et Gello, qui malheureusement se sont, semble-t-il, séparés depuis, et qui présentaient aussi donc, cette forme très caractéristique de balcon. Et ça m'a paru, compte tenu de la forme de la parcelle et du volume très particulier que ces immeubles allaient affecter, ça m'a paru assez évident d'adopter ce dispositif pour toutes les parties extérieures des logements. Alors ça, j'ai mis... Donc ça, c'est une opération beaucoup plus récente, vous connaissez sans doute parce qu'elle est située en face de la bibliothèque François Mitterrand. Donc on est avenue de France dans le 13e. Aussi un projet pour maîtrise d'ouvrage I3F. Là, la caractéristique, c'est que ce projet, bon, bah, que vous identifiez ici, est réalisé sur une... Enfin, à vrai dire, ce n'est pas une dalle, ce sont 3 mégapoutres qui franchissent en fait les voies SNCF qui conduisent à la gare d'Austerlitz. D'accord? Donc, l'immeuble est établi, les charges descendent sur 3 poutres donc transversales ici, sachant qu'au moment du concours, les charges, à la centaine de kilos près, étaient impérativement localisées sur chacun des points sur lesquels on pouvait les reporter, et que, effectivement, dès l'origine, il fallait faire en sorte que les structures de l'immeuble correspondent effectivement à ces localisations. Voilà. Donc, bon, voilà, ça c'est l'immeuble terminé. Ce qu'il faut dire, c'est que bon, le plan est de Pierre Gagnier, donc, qui s'est occupé de toute la conception urbaine de cette partie du quartier Tolbiac. Et il a conçu un dispositif sur lequel je dois dire que j'étais assez réservé au départ, consistait en fait à regrouper systématiquement 2 immeubles, 2 à 2, autour d'une brèche ou une faille. Je sais que c'est très à la mode. 2 immeubles qui ne s'apparentent pas véritablement à des plots, hein, qui sont quand même assez hauts, puisqu'ici on est à R+11. R+11, les 2 premiers niveaux étant, bon, pour le rez-de-chaussée, affecté à du commerce, R+1 à du bureau, le reste étant donc du logement. Là, en l'occurrence, bon, Paris Habitat ici pour du logement également locatif social, et nous 3F ici. Donc les 2 immeubles appareillés en quelque sorte. Tant que je me souvienne, la métaphore de Gagnier, c'était le bivalve. C'était un îlot bivalve. Dont il a la paternité, autour en fait d'une cour jardin très étroite et assez effilée qui distribue finalement les halls des 2 immeubles. Voilà, donc c'est assez audacieux, je dois dire, et j'avoue que vu les proximités ici qui sont de l'ordre de 6 mètres, j'avais quand même l'impression que c'était pas forcément le meilleur dispositif. 8 mètres 8 mètres. Voilà, ça c'est une photo du chantier qui est intéressante parce que la problématique de ce projet, c'était d'essayer d'alléger au maximum, puisqu'on devait redescendre toutes les charges sur ces fameuses poutres dont je vous ai parlé, et qu'on ne pouvait pas excéder, on va dire, voilà, les tonnages qui nous ont été imposés. Il fallait trouver un dispositif qui réduise au maximum, on va dire, les éléments de structure en béton qui pèsent quand même leur poids, et faire en sorte que toute l'enveloppe soit allégée au maximum. C'est pour ça qu'on a opté pour cette solution
ossature bois revêtues de plaques de cuivre. Donc là, on voit très bien le système, la méga-poutre ici, qui a une forme d'eau d'âne, un peu, comme ça, qui nous permet de redescendre ici au niveau de la rue et au niveau de la promenade arrière, donc qui longe la rue de Tolbiac. Ici, tous les couloirs de circulation des trains. Et au-dessus, bon, notre immeuble qui, il faut le préciser, s'élève sur des boîtes à ressort. C'est une technique, bon, apparemment, on va dire antisismique, hein, d'origine antisismique, mais qui permet en fait d'absorber les vibrations dues au passage des chemins de fer, et donc de préserver en fait des répercussions de cet usage du sous-sol. Alors l'autre avantage quand même, c'est qu'on était là, comment dire, libéré de l'obligation de devoir stationner des véhicules en infrastructure. Donc la maîtrise d'ouvrage s'est débrouillée pour aller chercher des places à proximité. Et donc l'immeuble a été édifié directement sur ce système de méga-poutres. Voilà. Et donc là, vous distinguez donc, le niveau de commerce et des parties communes, hall d'accès, les deux halls d'accès donc, au logement des étages supérieurs. Et ici, donc, l'étage intermédiaire de bureaux. Et aussi, cette caractéristique importante nous a été demandée. Donc, on a donc dû, avec d'ailleurs un certain bonheur, aussi concevoir une sorte de rooftop et de jardin accessible donc, au niveau ici R+9, dominé par les 3 derniers niveaux de cette partie-là de l'immeuble. Donc ici, on a les plans. Donc on a en fait 2 cages d'escalier, donc dotées évidemment d'ascenseurs, voire même de double ascenseur ici. Ici, autour de cette cage, on a 4 logements, qui sont à chaque fois soit traversants, soit à plusieurs orientations. Et ici, 5 logements, distribués par un couloir intérieur, mais qu'on s'est efforcé d'éclairer naturellement ici en partie centrale, devant l'escalier et l'ascenseur. Ça, c'est le fameux rooftop, avec ici un jardin maraîcher dont les résidents s'occupent et voilà, et à partir duquel ils récoltent quelques légumes. Et ici, donc, une partie protégée où les gens peuvent venir éventuellement passer quelques heures à lire ou à écouter de la musique. Bon, j'ai pas mis beaucoup plus... Bon, j'ai déjà très long, donc... bon. Mais... alors, l'autre thème sur lequel on travaille et qui dérive directement du deuxième projet que je vous ai montré, qui est le projet de Bagnolet, Jeanne Ornay, c'est ce que j'ai appelé le grand îlot mixte, c'est-à-dire sur des superficies relativement importantes, comment combiner des typologies, comment fabriquer de l'intériorité, comment aussi induire des dynamiques tissulaires, finalement, comment faire en sorte que la complexité contribue à fabriquer des urbanités un peu plus riches que celles qu'on connaît, notamment et en particulier dans les grands ensembles de logements sociaux. Donc, bon, ce projet, dont vous avez sans doute entendu parler, donc réalisé entre 2006 et 2010, donc 193 logements en accession et sociaux. Hein, il y a 23 logements sociaux, je crois, et le reste étant des logements en accession. Donc, dans le quartier de la Moronnais, à Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est un projet qui a été élaboré par Jean-Pierre Pranlat et Christophe Delmar, paysagiste et urbaniste, et qui constitue une sorte de, je voudrais dire, compte tenu de son ampleur et de son échelle, une sorte de ville nouvelle au sud-ouest de Rennes, à tel point que l'idée quand même de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, c'était finalement de déplacer son centre-ville, qui est situé plutôt vers l'est ici, de déplacer vers ce nouveau quartier, puisque la mairie a été réalisée ici, d'ailleurs en l'occurrence par l'Anne, qu'il y a une petite église qui a été également réalisée par CISA. Vous avez peut-être eu l'occasion
d'apercevoir ce projet. La bibliothèque réalisée par Jean-Pierre Prolat, enfin, un centre commercial, enfin, disons, tous les ingrédients, en quelque sorte, un grand îlot très intéressant, occupé au centre par des écoles réalisées par Vincent Cornu. Enfin, disons, tous les efforts mis en place pour essayer de faire en sorte que ce quartier ne soit pas simplement une extension strictement résidentielle de cette commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, mais qu'elle, finalement, elle retrouve toutes les caractéristiques de centralité d'une commune, malgré tout, de banlieue, d'une métropole telle que Rennes. Alors, ça, c'est l'îlot qui nous a été confié. Je vais revenir peut-être un peu en arrière. Le projet de Jean-Pierre Prolat et de Christophe Delmar a consisté à redécouper ce territoire qui était un territoire rural, bocagé, en unités, en fait, en îlots, dont les dimensions reprenaient, tant bien que mal, celles du bocage. C'est-à-dire, en fait, une centaine de mètres de côté, qui est quand même très grand. Et on a été consulté, alors que pratiquement, je dirais, les 3/4 de ces ZAC étaient réalisés, on a été consulté pour savoir comment, à l'intérieur d'un périmètre aussi vaste, puisque chaque îlot, finalement, représentait à peu près 1 hectare, comment on pouvait optimiser en quelque sorte l'occupation du centre et réaliser en fait des densités compatibles avec les investissements qui étaient consentis par la municipalité pour réaliser notamment les espaces publics et les équipements. Donc nous, on a suggéré, à partir de l'expérience qu'on avait traversée à Bagnolet, de faire en sorte que les voitures soient complètement exclues de la partie centrale de l'îlot et qu'elles soient cantonnées dans les parties, on va dire, en sous-sol des immeubles collectifs, d'une part, intermédiaires ici et là, qui, eux, étaient élevés sur des parkings, le centre restant donc dépourvu d'infrastructures et occupé par des maisons donc, auxquelles on accédait par un système de venelles étroites, toujours de l'ordre de 2 mètres de large, sachant que ces maisons, soit des 3 pièces à simple rez-de-chaussée, soit des 4 pièces à R+1, possédaient chacune leur propre jardin et étant établies tête bêche, pouvaient finalement se protéger l'une l'autre, voilà, et préserver en quelque sorte l'intimité du jardin. Voilà. La partie logements sociaux étant ici regroupée dans un plot nettement détaché de l'ensemble affecté à l'accession à la propriété, ainsi qu'ici 4 maisons également en locatif social. Donc ce projet a été réalisé en fait en 2 phases, mais qui se sont succédées presque naturellement. Alors la référence, là en l'occurrence, je la donne parce que d'abord, elle mérite d'être connue, parce que c'est un travail exceptionnel réalisé par un architecte autrichien que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Roland Reiner, à Linz, en Autriche, le long du Danube. Vous avez ici donc, le Danube, fleuve majeur de toute l'Europe centrale, et sur une parcelle qui présentait d'ailleurs une assez nette déclivité du nord vers le sud, Reiner a réalisé 2 ensembles, Puchnau 1 et Puchnau 2, sur une période alors de l'ordre d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, où il a réussi, lui, à associer à la fois des immeubles collectifs le long de la voie principale qui dessert l'opération, des immeubles intermédiaires, enfin des logements intermédiaires superposés qu'on trouve ici, et enfin des maisons à patio et des maisons en L qui se situent dans la partie sud du site. Donc première phase ici, deuxième phase ici, et voilà la coupe tout à fait caractéristique de cette opération. Donc je ne peux pas en montrer beaucoup plus, c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être étudié et visité évidemment, et qui présente une qualité absolument exceptionnelle sur le plan à la fois urbain et architectural. Sachant qu'ils ont toutes les... Alors là, je ne pourrais pas vous dire, je pense qu'il y a une partie qui est carrossable ici, mais toutes les parties et les zones qui sont affectées aux maisons particulières à patio ne sont pas irriguées par des voies carrossables. Donc ça rappelait un petit peu les conditions dans lesquelles
il fallait qu'on réalise cette opération à Saint-Jacques. Donc voilà le plan de rez-de-chaussée. Donc on distingue assez bien donc les principes sur lesquels on a travaillé. Ici, l'immeuble collectif assez classique avec ces halls, ces 3 halls donc traversants. Ici, des logements intermédiaires. En fait, ce sont 3 maisons particulières empilées l'une sur l'autre, par groupe, séparées par les accès qui permettent d'irriguer la partie centrale de l'îlot, l'accès au parking que vous voyez ici, et ici d'autres logements intermédiaires qui sont en fait là 2 maisons empilées l'une sur l'autre. Et tout le reste, ce sont des maisons individuelles qui sont adossées l'une à l'autre, chacune dotée de son jardin, protégée à chaque fois par la maison d'à côté. Et des espaces centraux, bon, sachant qu'on est ici dans un tissu quand même extrêmement compact, et finalement assez dense. Je crois qu'on arrive à une densité moyenne, tout compris, de l'ordre de 120 logements à l'hectare, quand même pas du tout négligeable. Et donc, ménager au centre des espèces de respiration végétale, donc des jardins, en quelque sorte des jardins d'îlots, qu'on retrouve ici, ici, on a un petit, etc. Donc, et ici, pour assurer la transition entre l'immeuble principal collectif et la première rangée de maisons aussi, une sorte de grand jardin linéaire. Ça, c'est le plan du R+1, où on voit que évidemment, ça se décomprime un petit peu, puisqu'il n'y a que les 4 pièces qui possèdent un étage. Donc là, on retrouve très clairement la typologie qu'on a expérimentée quelques années plus tôt à Bagnolet. Et voilà la coupe, qui ne présente pas le même degré de complexité et de sophistication que celle de Roland Reiner, mais qui permet aussi de comprendre comment, profitant de cette déclivité qui existe de l'Est, ici c'est une coupe Est-Ouest, donc l'Ouest est ici à ma gauche, l'Est est ici, et donc profitant de cette déclivité pour gérer en quelque sorte le rapport des parties basses de l'opération, des parties R+1, ici des maisons dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, ça, ce sont les plans. Donc, on retrouve à peu près les mêmes principes, encore que là, on a réussi, sachant que c'est de l'accession à la propriété, avec des impératifs de rentabilité et de superficie particulièrement contraignantes. Ici, on a un 3 pièces qui doit faire 52 mètres carrés. Donc vous voyez que c'est très très petit. Il a quand même, là est la venelle, il a quand même son entrée particulière, et c'est le séjour qui est intégralement distributif. Donc il distribue la cuisine, distribue la chambre principale, la chambre secondaire, les cabinets de toilette et la salle de bain. Et le jardin privatif, doté de son abri particulier, une partie en terrasse ici, une partie en jardin. Et ici, l'emprise du 4 pièces qui, lui, va poser son jardin à l'inverse ici. Voilà. Et là, d'ailleurs, vous avez le plan, en l'occurrence de ce 4 pièces, qui présente en fait de façon un peu plus traditionnelle. Ici, la venelle, on pénètre comme ça, le séjour, l'escalier, un cabinet de toilette et la cuisine. Et ensuite, on accède à l'étage, et on retrouve donc 3 pièces, en l'occurrence, et cabinet de toilette, salle de bain. Voilà, une vue un peu plus rapprochée qui permet de comprendre l'adossement et le principe de l'assemblage tête-bêche des deux maisons, sachant qu'elles ne peuvent pas se superposer. L'un des impératifs, évidemment, que nous avait imposé le maître d'ouvrage, c'est que comme il allait faire ensuite une division en volume, puisqu'il s'agit d'une copropriété, il fallait impérativement que, disons, les mitoyennetés soient très claires. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Il n'y a pas de... Vous verrez dans un projet suivant qu'on a réalisé à Chanteloup-en-Brie, en l'occurrence du logement social, il y a un niveau d'imbrication beaucoup plus important. Donc voilà les images. Donc ça, c'est l'immeuble collectif. Au fond, vous distinguez la partie, le plot affecté aux logements sociaux. Alors on a délibérément voulu, alors que toute la ZAC est réalisée avec une obligation de n'avoir recours qu'à du béton brut et de l'enduit blanc,
Cet immeuble étant celui qui, en quelque sorte, marque l'entrée côté sud de ce nouveau quartier, il a été ici suggéré de travailler avec un autre matériau. Et donc là, c'est de la brique massive porteuse, des murs de 22. Donc voilà, ça aussi, une technique assez nouvelle et assez inusitée en matière de construction, qui, évidemment, vous le savez, a plutôt recours systématiquement au béton, même s'il est très très souvent surabondant. Voilà les deux images, donc ça c'est le fameux jardin, un des jardins d'îlots, un des petits jardins d'îlots, le passage vers l'immeuble collectif, ici les maisons, logements dits intermédiaires superposés, ici un autre, ici c'est la bande végétale qui est également aménagée en jardin, qui sépare l'immeuble collectif des premières maisons. Voilà, une venelle. Bon, le paysage a été réalisé par Christophe Delmar, donc je dois dire qu'il est d'une excellente qualité et qu'il agrémente absolument, disons, ces espaces qui ne sont pas évidents quand même à la fois à aménager et à accepter, parce que c'est quand même très très étroit. Hein, je vous dis ici, de là, là, il y a 2 mètres, et guère plus. Et donc, voilà, il fallait trouver un dispositif qui permette de rendre finalement ces extérieurs attractifs et valorisés. Voilà, autre image, donc vue dans l'autre sens. Une succession de maisons, les clôtures, l'immeuble collectif dans le fond. Et ça, c'est le jardin d'îlot principal. Vous voyez la compacité et la très forte proximité. Alors évidemment, c'est un peu aggravé par la vue qui évidemment un peu tendance à écraser les choses, mais vous voyez qu'on est quand même, il a fallu gérer toutes ces proximités, ces vues plongeantes sur les jardins des uns et des autres, faire en sorte que voilà, ce soit un dispositif urbain qui arrive quand même à aménager les qualités résidentielles de chacune des unités. Ça, c'est la partie logement social, donc il s'agit d'un plot de R+5 qui comporte dans la partie courante 4 logements distribués par une circulation centrale, distribués également par escalier et ascenseur. Cette circulation centrale étant éclairée à chacune de ses extrémités pour éviter d'être dans un espace totalement obscur et éclairé artificiellement en permanence. Voilà. Et chacun de ces logements donc, voilà, présente la possibilité d'avoir quasiment 3 orientations à chaque fois, puisqu'ils occupent à chaque fois chacun des angles de l'immeuble, et les séjours occupant assez systématiquement la partie donc, de l'angle saillant de l'immeuble. Alors ça, c'est une image aussi, donc on a remis, non pas au concours, parce que ce n'était pas un concours, mais voilà, pour expliciter un peu l'intention architecturale, sachant que cet immeuble est construit, comme je vous l'ai dit, en briques porteuses, et qu'il est quand même dans un environnement végétalisé assez constitué, assez bien constitué. Voilà l'une des images qu'on a présentées à l'époque. Et voilà le résultat. Je me demande si l'image n'est pas mieux, finalement. On aimerait bien vivre dans ce genre d'univers, enfin moi en tout cas. Peut-être plus que dans celui-là. Mais malheureusement, la réalité nous rattrape toujours un petit peu. Donc voilà l'immeuble vu, ça c'est la façade est, le matin. Et alors là, j'ai mis délibérément une photo de l'opération de Rainer à Pischenau, descendant donc progressivement vers le Danube, sachant qu'elle pouvait peut-être rappeler un peu ce qu'on avait nous réalisé à Saint-Jacques-de-la-Lande. Là, on est donc à Chanteloup-en-Brie. Je suis peut-être un peu long quand même, mais bon, si ça continue à vous intéresser, je peux continuer. Donc 2009-2014, donc 60 logements sociaux, toujours pour I3F, à Chanteloup-en-Brie. Là, on est dans une banlieue à toute proximité d'Euro Disney. Hein, le parc Euro Disney est ici, donc c'est à quelques encablures. Ça, c'est le quartier, bon, le centre, le bourg, je dirais, le bourg rural, on peut le délimiter pratiquement là.
il y a une véritable explosion donc, qui s'est produite de lotissement de maisons individuelles plus ou moins composées, comme vous pouvez le voir ici, ou pas du tout, comme là. Sachant que le principe, à chaque fois, pratiquement, c'est la maison isolée sur sa parcelle, en retrait, avec des résidus fonciers pratiquement partout. Voilà. Et donc nous, à la suite d'un concours, il s'agissait de réaliser ici une 60aine de logements sur 2 îlots, un îlot sud ici, un îlot nord, bordés par des voies, bon, et traversé par une voie. Donc il faut dire que le statut a été longtemps incertain. On a, nous, très lourdement insisté pour que ça devienne une voie publique. Il était assez naturel que ce soit une voie publique plutôt qu'une voie privée, qui aurait impliqué qu'ici on ait des grilles ou des obstacles, que sais-je, pour empêcher les voitures de passer. On a finalement eu gain de cause et ça a fini par rentrer dans le dispositif d'espace public général. Voilà le plan masse. Donc là, on retrouve aussi un peu la même démarche qu'à Saint-Jacques-de-la-Rande, à ceci près que, s'agissant de locatif social, on a eu là aussi la possibilité de rendre encore un petit peu plus complexe, si j'ose dire, si tant est que la complexité soit un gage de qualité. J'en sais rien, mais en tout cas là, ça nous a permis de faire en sorte que les maisons puissent passer pratiquement les unes au-dessus des autres. Bon, ce sont des maisons, elles aussi adossées tête bêche, qui font en général R ou R+1, et ici à l'angle, donc sud-est, un immeuble collectif d'une 20aine de logements qui marque un petit peu voilà, le croisement principal des voies. Et puis dans l'îlot nord, le même dispositif, mais là encore, on va dire, amélioré, si j'ose dire, enfin, ou en tout cas décliné, autour d'un dispositif de patios, mais qui sont des patios, on va dire, partagés. Non pas que l'usage soit finalement affecté à chacune des maisons qui tournent autour. Chacun de ces patios est privatif, donc affecté au logement qui le borde sur 2 côtés, mais profite en fait à l'ensemble de cet agglomérat, à chaque fois. Voilà. Là aussi, la problématique des voitures ayant été quand même aussi, on va dire, préoccupante, puisque la commune de Chanteloup exigeait, autant que je me souvienne, 1,5 place par logement, qui était quand même énorme. Et donc, pour éviter ce qu'ont fait nos autres concurrents, d'occuper pratiquement le centre avec du parking, et pouvoir ménager en quelque sorte un jardin en cœur d'îlot, le choix a été fait en fait de fabriquer des espèces de poches de stationnement que vous distinguez ici. Bon, en fait, de disperser systématiquement et de faire en sorte aussi que le long de cette voie, qui est devenue, comme je vous le disais, publique, il y ait du stationnement longitudinal établi de part et d'autre. Ça, c'est les plans de niveau. On va peut-être pas entrer dans le détail trop, quand même. Ça, c'est l'immeuble collectif au moment de la réception. Donc, du point de vue mode constructif, tout est en mixte aussi, c'est-à-dire plancher béton, donc voile porteur béton et enveloppe en bois. Donc cet immeuble-là tient, comme je vous le disais, entre guillemets, donc l'angle de ces 2 voies principales. Alors, on va voir les plans tout à l'heure, parce que voilà, ils sont ici les plans. Donc là, on a fait aussi un effort pour travailler sur le principe que j'ai énoncé tout à l'heure de plan gravitaire, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas, encore une fois, un tunnel. Bon, là, ça s'y prêtait, puisqu'on est quand même dans l'angle de l'immeuble. Donc il y avait des circonstances, on va dire, favorables pour travailler sur ce type de dispositif. Mais là, vous voyez que ça donne une richesse exceptionnelle, en fait, à l'organisation du logement. Celui-là étant plus petit, puisqu'il s'agit d'un 2 pièces, tournant, gravitant autour de sa loggia. De même que, je ne sais pas si on en voit, non, il y en a, c'est à l'étage, qu'on retrouve ici. Voilà. Le tout étant distribué par 2 cages d'escalier, l'une ici, l'autre ici, traversantes, donc par des halls. Sachant qu'on est en 2e famille, ça permettait aussi de ne pas avoir d'escalier encloisonné. Et là, on distingue aussi le plan des maisons tel que je vous
le décrivait. C'est une maison ici, une autre ici, qui ensuite vient au-dessus ici se superposer. Voilà. Ça, c'est le plan d'étage de cet immeuble où on retrouve ce plan en étoile. Bon, là, il s'agit d'un grand logement, mais enfin, il a quand même des qualités absolument exceptionnelles. Hein. Il a pratiquement 4 orientations. Et donc, voilà, ça permet de faire la démonstration. Là, c'est pareil, le plan gravitant autour de cette loggia qui, à la fois, éclaire la cuisine, éclaire l'une des chambres et le séjour, en fond de loggia. Voilà, et on retrouve plus ou moins... C'est marrant parce que là, Donc ça, c'est la partie... on est dans la partie nord de l'opération, l'île au nord, et là, on voit comment ce que je vous explique tout à l'heure se traduit sur le plan architectural, c'est-à-dire, bon, ici, une maison accessible, voilà, sa porte d'entrée est ici, autant que je sache. Je crois que ici sa porte d'entrée, et ici on gravit un escalier et on atteint, donc les deux maisons se superposent littéralement. Ici, donc une terrasse qui est, dans mon souvenir, affectée à cette maison-là, mais qui vient quand même donc border ce mur de la maison voisine. Ici un autre escalier, voilà, donc tout ça s'enchevêtre assez... ça c'est donc... l'allée centrale qui traverse les deux îlots. Vous voyez, c'est très bien végétalisé. Bon, là, en l'occurrence, le paysage a été conçu par l'agence d'ici là, Claire Trapenard, excellente au demeurant, et qui, disons, améliore quand même considérablement la qualité des espaces extérieurs. Ça, c'est le hall vu de l'intérieur, le hall de l'immeuble collectif, vu de l'intérieur de la parcelle. Et ça, bon, ça, je ne résiste pas à montrer ça. Ça, c'est donc la triple, quadruple transparence à travers donc, la loggia qui est ici. Ça, c'est la fenêtre de la chambre avec son système assez particulier d'occultation, puisqu'il s'agit ici d'un châssis d'angle en verre collé fixe. Donc c'est difficile de sortir en fait, pour aller occulter. Donc on a doté donc, les chambres de ce système de persiennes intérieures. Et puis là, c'est la cuisine. Et au travers de la cuisine, on aperçoit l'autre terrasse qui est située ici. Voilà, d'autres vues. C'est à partir de l'immeuble collectif vers les maisons. Voilà, un enchevêtrement de maisons dans la partie nord de l'opération. Ça, c'est un projet qui a été donc, réalisé au Mureau en 2010-2014, donc sur un principe urbain qu'on doit à Jam, donc je sais que Bichat est dans la salle, donc il va reconnaître également les orientations qu'il a données. Alors ça se situe au Mureau, dans un quartier en rue, donc un ensemble très important de logements sociaux qui, j'imagine, au moment où il est question de le requalifier et de le transformer profondément, a dû soulever un certain nombre de problématiques. Et quand on est arrivé, nous, les orientations qui nous étaient données et qu'on a évidemment acceptées, c'était en fait de fonctionner sur un système de villas qui, à partir de la voie carrossable, permet de pénétrer à l'intérieur de la parcelle, de distribuer deux immeubles collectifs qui s'apparentent quand même à des plots, en tout cas surtout celui-là qui est détaché des autres constructions. Ici, une bande de logements intermédiaires, et ici, à chaque fois, donc 6 maisons groupées 2 par 2 autour de leur jardin. La partie voilà, distributive commune étant, ici, fonctionne une sorte d'arête centrale du projet. Donc ça, c'est le plan de rez-de-chaussée. Donc on distingue ici les deux maisons adossées, l'une étant aile, l'autre est droite, et elles ont leur jardin, là, en l'occurrence, côte à côte, séparés par une clôture. Ici, un plot, donc le plot donc de la partie, en l'occurrence, c'est la partie, parce que là, je suis orienté est-ouest, je crois. Le sud étant par là, ouais, donc là, c'est l'ouest. Donc cet immeuble-là, vous voyez, son hall traversant, et ici, l'autre plot, l'entrée du parking étant ici, le parking étant localisé
rigoureusement sous l'immeuble collectif et les maisons intermédiaires. Donc ici, les maisons intermédiaires, et c'est aussi des maisons en L qui possèdent à la fois un jardin sur la partie avant et un jardin sur la partie arrière, qui est plutôt affecté évidemment aux chambres, le séjour étant là avec la cuisine par ici. Donc voilà, ça aussi réalisé en briques et béton, double mur, donc isolé par l'extérieur, enfin bon, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Bon. Alors l'usage de la brique, pour nous, c'est absolument fondamental, c'est-à-dire en fait, c'est une façon de donner une qualité exceptionnelle à la construction et qui est immédiatement reconnue par tout un chacun et évidemment, a fortiori, par les résidents de ces immeubles. Voilà, donc là, vous avez le plot donc, indépendant. Hein. Là, au fond, on distingue ce qu'on appelle le pôle Molière, qui est en fait un ensemble éducatif, mais également doté, on va dire, d'une faculté à s'ouvrir sur l'extérieur. Ça, c'est une volonté de la mairie des Mureaux, hein, de faire en sorte que les équipements publics ne soient pas strictement, on va dire, affectés à leur fonction principale, mais qu'on puisse les utiliser, notamment les cours, qu'elles puissent être ouvertes le week-end, etc., pour agrémenter un petit peu la vie de chacun de ces quartiers. Voilà, une autre vue, ça c'est vue d'un hall d'accès au logement intermédiaire, avec bon, un pergola, etc. Bon. Voilà, autre vue assez significative, avec le plot qui est à l'autre extrémité de l'opération. Ça, c'est la cheminée de ventilation du parking. On a fait une espèce d'élément un peu emblématique. Voilà. Et tout ça sont des locaux vélos, locaux divers et variés. Voilà, autre vue, bon, peut-être pas m'attarder. Alors, sur les Chartreux, autre problématique. 2010-2015, 49 logements sociaux répartis, ça c'est la caractéristique du projet, répartis en deux ensembles, un ensemble de 10 maisons qu'on distingue ici. Donc c'est une ZAC conçue par Paul Chemetov, comportant donc des maisons en bande et des îlots, des immeubles îlots autour de leur cour. Donc étaient affectés à la maîtrise d'ouvrage I3F, là encore une fois. Donc c'est 10 maisons et cet immeuble regroupant donc 39 logements pour arriver à cette somme de 49 logements. Donc voilà le plan masse. On a ici donc l'immeuble collectif avec 3 maisons individuelles qui ferment, on va dire, la cour à l'ouest. Là, le choix d'avoir établi évidemment ces maisons à l'ouest plus basses que les volumes principaux, c'est pour éviter qu'il y ait une ombre portée évidemment trop forte du côté de l'ouest du soleil couchant, hein. Donc le sud étant par là. Et donc le jardin qui a des proportions un peu restreintes. On aurait pu aimer qu'il soit un peu plus généreux, mais enfin il s'avère que voilà, on l'a. Les limites évidemment des devoirs extensibles. On s'est efforcé de faire en sorte que ce jardin, à la fois collectif mais aussi divisé en jardin privatif attribué au logement de rez-de-chaussée, soit quand même habitable, voire plus. Et ici surtout les 10 maisons, donc, qui sont des maisons en bande, mais dont vous voyez qu'ils présentent des caractéristiques assez particulières. Ce sont des maisons en bande, adossées l'une à l'autre, mais comportant des patios. La problématique étant là qu'on est orienté au nord par ici et au sud par là, et que donc la partie privative extérieure, c'est-à-dire les jardins de ces maisons, se trouvaient malencontreusement au nord de leur parcelle. Et donc l'idée, c'était de faire en sorte que, en dépit du fait qu'effectivement, c'était là qu'ils allaient s'approprier vraisemblablement leur espace extérieur, il fallait qu'à partir du sud, on puisse trouver aussi des espaces extérieurs qui valorisent en quelque sorte chacun des volumes habités de la construction. Donc vous allez voir ce que ça donne. Et surtout, on a utilisé, qui est une des grosses problématiques, vous devez le savoir, des maisons individuelles en bande, qui plus est, c'est la problématique du garage, c'est-à-dire savoir comment faire en sorte que le garage devienne un élément d'architecture et ne soit pas simplement voilà, un dispositif purement utilitaire qui va systématiquement sur la rue, puisque évidemment par définition la voiture sort sur la rue, présenter une succession de portes de parking
assez inesthétique et surtout sans beaucoup d'intérêt sur le plan de la fabrication de l'architecture de l'ensemble. Alors la référence, en l'occurrence, je la présente parce que je pense qu'elle gagnerait à être bien plus connue qu'elle ne l'est. Il s'agit d'une opération qui a été réalisée dans les années 60 à Hatfield, qui est une ville nouvelle au nord de Londres, par 3 architectes mal connus, Phippen, Randall et Parkes, qui s'appelle de Ride, et qui est une nappe, en fait, à simple rez-de-chaussée, travaillant sur cette espèce de double mur, sachant que pour pouvoir éclairer les espaces habités, le volume est percé de patios permettant en fait à la fois d'offrir au logement des espaces extérieurs, mais aussi évidemment d'éclairer dans les meilleures conditions les espaces de vie, les chambres, le séjour, la cuisine, etc. Et donc ça va du 5 pièces, hein, puisqu'ici 4 beds c'est 5 pièces, puisque les Anglais, eux, ils décomptent les chambres en plus du séjour. Donc ça c'est 5 pièces, 3 pièces, 2 pièces et 2 pièces ici. Donc 2 pièces, le séjour et la chambre, et c'est le garage, comme vous voyez ici, qui systématiquement fabrique cette intériorité domestique, très réduite finalement, mais aussi extrêmement qualitative. Donc je ne vous ai pas montré d'image de cette opération. Elle n'est pas très spectaculaire, parce que c'est une nappe établie strictement à rez-de-chaussée, donc qui ne comporte pas d'émergence, donc elle n'est pas très spectaculaire hein, sur le plan, on va dire, de sa volumétrie architecturale, mais je trouve que du point de vue de l'économie générale et de la distribution, elle présente des caractéristiques absolument remarquables. Voilà, donc on est, alors sans aller jusqu'aux extrémités, si j'ose dire, du projet que je vous ai montré, il y a quand même quelque chose qui s'apparente à ça, vous allez le voir, c'est-à-dire une succession d'espaces intermédiaires et de seuils à franchir pour arriver dans la partie centrale ici de chacune de ces maisons, qui est la partie distributive, c'est-à-dire l'entrée, l'escalier, le séjour, la cuisine ici qui est... Alors évidemment, dans la mesure où on était orienté nord-sud, l'impératif absolu, c'était que toutes les pièces soient traversantes. Pas seulement le logement soit traversant, mais que toutes les pièces soient traversantes. Donc là, c'est le cas, vous allez voir, j'ai des images, on voit à quel point le fait d'ouvrir des baies de part et d'autre de chacun de ces espaces les qualifie énormément. Et ça, c'est donc l'immeuble collectif, les 3 maisons donc, qui viennent fermer à l'ouest, et la caractéristique ici, c'est une trame large. Là, on revient sur la typologie du logement gravitaire, c'est-à-dire une trame de 9 mètres à l'intérieur de laquelle on peut se permettre d'établir voilà, un dispositif qui autorise une circularité, je dirais, dans l'usage de l'appartement. Donc ça, c'est les 10 maisons. Et donc, là, on voit clairement la solution adoptée pour faire en sorte que les 2 places de parking, parce qu'en l'occurrence, il fait 2 places de parking, une place extérieure et le garage intérieur ici, se succèdent, et comment l'intégrer, faire en sorte que tout ça participe de la même volumétrie, de la même architecture que celle des maisons. Bon, ça permet aussi d'intégrer tous les placards techniques, les coffrets, etc. Bon, il faut savoir une chose, bon, ça c'est le projet intégralement, qu'il s'agisse des collectifs ou des maisons, intégralement construits en bois. Ça, c'est une proposition qu'on a formulée auprès du maître d'ouvrage et qu'il a accepté, c'est-à-dire de tenter une expérimentation. Bon, c'était à l'époque, c'était assez nouveau. Bon, depuis, d'autres architectes, d'autres opérations ont été réalisées comme ça. Mais l'idée, c'est effectivement, à partir de la dalle du rez-de-chaussée qui, elle, effectivement, est réalisée en béton, à partir de cette dalle rez-de-chaussée, tout ce qui est superstructure est réalisé là par une combinaison de panneaux CLT, donc KLH, en l'occurrence, et ossature bois. Couverture en zinc. Voilà le plan dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est le plan
en l'occurrence caractéristique d'un 5 pièces. On pénètre ici, ça c'est la partie rez-de-chaussée, donc ici vous avez le carport, le garage. Ici, on pénètre dans une première séquence qui s'apparente malgré tout à un patio, avec un effet de seuil très marqué par ce portique que vous avez vu tout à l'heure. On pénètre ici donc le long de la chambre principale qui se situe au rez-de-chaussée, qui est évidemment par définition PMR. On arrive ici dans le patio central. On pénètre, ici c'est l'entrée, l'escalier qui permet d'accéder à l'étage supérieur. Ici le séjour traversant entre patio et jardin, et la cuisine traversante également ici entre patio et jardin. Et ici à l'étage, donc une chambre superposée à la chambre principale qui est ici, et 2 chambres autour de leur salle de bain éclairées naturellement par là. Donc là, effectivement, la contrepartie d'un plan aussi, on va dire, abouti, c'est un énorme linéaire, vous pouvez bien l'imaginer, un énorme développé de façade qui, évidemment, a une incidence sur le coût de l'opération. Mais bon, je dirais que c'est le prix à payer, qu'on le veuille ou non. Non, mais tout a un prix, indiscutablement. Mais le maître d'ouvrage l'a apparemment bien accepté. Donc voilà la séquence d'entrée. Donc ici le carport, ici la porte de garage, la chambre qui se superpose au garage, la séquence d'entrée. Là on distingue le patio, qui là en l'occurrence, puisqu'il s'agit plutôt d'un 4 pièces que d'un 5 pièces, est plus ouvert que celui que je vous ai montré en plan, et puis le R+1 qui est situé là. Et là on voit la fenêtre de la cuisine et la fenêtre du séjour côté sud. Voilà, bon ça c'est à peu près la même chose, mais vue latéralement, donc le carport, le garage, la chambre, une autre chambre. Là on est dans le système, je dirais, d'accès rétréci au patio central. Ça, c'est le patio, vous voyez, il fait 3 mètres par 3 mètres. Donc c'est 9 mètres carrés, c'est l'équivalent, on va dire, d'une chambre, petite chambre, mais qui, évidemment, a une capacité à améliorer qualitativement non seulement les espaces extérieurs, mais les espaces intérieurs, qui est considérable. Et voilà ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le séjour. Alors là, on est côté sud du séjour, là, côté nord sur le jardin privatif. Ici, la cuisine également traversante entre le patio et ici le jardin, séparé par cet élément-là qui, par ailleurs, permet de, que je me souvienne, de soutenir un tout petit peu la poutre qui passe ici. Et voilà l'arrière de ces maisons, donc on est au nord. Et donc, les jardins successifs, sachant qu'on a une déclivité aussi assez marquée, et donc il a fallu aussi travailler sur l'effet d'escalier, ici, marqué par les clôtures des jardins. Et ça, c'est l'immeuble collectif. Donc ça, c'est sa façade nord. On ne dirait pas, parce qu'elle est bien éclairée, mais je peux vous garantir que c'est la façade nord. Là aussi, intégralement donc réalisé en bois, panneaux CLT, ossature bois, bardage, fenêtre bois, voilà. Très vertueux sur le plan environnemental, chaufferie bois, qui paraît-il ne fonctionne pas à merveille, mais bon. Voilà, ça c'est la coupe transversale, donc on voit les petites maisons qui occupent l'aile ouest, et donc qui permettent effectivement d'atténuer un tout petit peu l'ombre portée sur le jardin central. Et ici, donc, bon, les niveaux courants. Voilà, à nouveau, ici, vous voyez qu'on gagne un niveau. On gagne un niveau en profitant, en quelque sorte, de la déclivité du terrain. Voilà une vue de l'immeuble, façade est. Bon. Si on peut peut-être, c'est ce que j'ai écrit là, le profil du paysage. On en pense ce qu'on veut, mais voilà. L'important, c'est que des gens soient logés là-dedans à peu près correctement. Donc voilà le plan d'étage court R+1. Il n'y a pas à proprement parler d'étage courant. Les 3 maisons, donc les niveaux supérieurs des 3 maisons, les 2 cages d'escalier, enfin il y a 4 cages d'escalier, les 2 qui sont ici
une ici, une autre là. Et voilà le fameux plan gravitaire. Vous voyez comment il fonctionne autour de son placard. Ce n'est pas une invention Harari, hein, c'est vraiment un truc qui existait bien. Voilà, Dubuisson sans doute, indiscutablement. Donc tout ça mérite d'être réactualisé, réutilisé, réapproprié. Voilà. Sachant que je ne pense pas que ce soit assez difficile à faire. Voilà la fameuse cour dont je vous parlais, cour jardin, assez étroite finalement, mais qui profite quand même voilà, de la qualité constructive. Il faut dire que les entreprises là étaient absolument remarquables, notamment le charpentier, excellent, qui a tout mis en œuvre pour que finalement le résultat soit à la hauteur des espérances. Voilà, c'est... Alors là encore, l'idée de protéger, même si les jardins sont assez réduits en profondeur, faire en sorte qu'ils soient systématiquement protégés et que les gens puissent se l'approprier, même si c'est pour effectivement l'utiliser comme espace de rejet, pourquoi pas. C'est un peu inhérent, on va dire, au jardin privatif. Bon, ça c'est l'avant-dernier. On est presque arrivé au bout, je vous rassure. Donc ça, c'est les projets qu'on vient de livrer donc en 2022. Un projet donc situé à Pantin, à toute proximité du centre-ville qui est par ici. Donc la mairie se situe là, le canal, etc. L'avenue Jean Lolive, autant que je me souviens, est ici. Et ça, c'est la rue Hoche, qui est une des artères principales de la ville. La place du marché, qui est un espace central très très animé et très, on va dire, stratégique pour ce quartier. Il s'agit d'une ZAC contre toute attente. Il s'agit d'une ZAC élaborée par l'agence 234, et je dois dire que le travail qu'ils ont effectué est absolument remarquable, en ce sens qu'ils ont réussi à préserver... Alors là, on distingue les ateliers Hermès, hein, c'est pas non plus... anodin dans le résultat qualitatif, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont pris un soin extrême à analyser tous les éléments qui pouvaient être préservés et faire en sorte que les constructions neuves s'insèrent le plus finement possible à l'intérieur des constructions existantes et du tissu existant. Donc ils ont préservé notamment ce passage qui s'appelle le passage Roche, qui débouche ici sur la rue du Congo, qui est la deuxième voie principale qui encadre le projet, la rue Hoche. Donc on est orienté est-ouest comme ça, nord au sud. Donc voilà un peu l'insertion dans le tissu. Donc ça, c'est le plan masse. Donc des immeubles collectifs, 3 ou 4 cages, ici, je crois me souvenir, qui se retourne donc rue du Congo, qui est une rue secondaire par rapport à la rue Hoche, un immeuble un peu isolé, des immeubles ici, voilà, le travail de 3-4 qui mérite d'être signalé, conservation d'immeubles, qui par ailleurs ne présentent que des immeubles banlieusards, je veux dire, hein, qui ne présentent pas de qualité particulière, mais qui sont quand même, qui ont le mérite d'exister, d'être le témoignage de ce qu'était le tissu. Et donc, l'obligation pour les architectes qui viennent travailler dans ce genre de contexte, de prendre ça en considération, de s'adosser, de tenir compte des gabarits, de faire en sorte que ça vienne enrichir en quelque sorte le dispositif général. Et puis un immeuble isolé ici, là aussi adossé, un adossement ici aussi. Voilà. Donc toutes les, disons, tous les conditions sont réunies pour faire en sorte que ce projet présente un niveau d'urbanité maximal, sachant que toute cette partie-là, nord-sud, établie donc sur la limite sud du terrain, sont des logements intermédiaires superposés, distribués par des cages d'escalier extérieures. Voilà. Donc ça, c'est le plan du rez-de-chaussée. Accès à un parking double niveau, parking public et parking résidentiel superposé. Ici, à peu près 800 ou 900 mètres carrés de commerce, donc sur la rue principale, assez pertinent, indiscutablement. Les halls situés donc, aux angles et puis au centre. Et ici, ces fameux logements intermédiaires superposés les uns aux autres. Et l'immeuble, le petit immeuble indépendant avec son hall traversant.
Voilà. Et le jardin d'îlot qui va en se rétrécissant là, vers le fond du trapèze. Bon, plan d'étage courant, on ne va peut-être pas rentrer là trop dans le détail. Voilà des plans de logement qui illustrent aussi un peu l'effort pour faire en sorte qu'on puisse sortir du tunnel, tant bien que mal, encore que des fois, ce ne soit pas forcément toujours possible. Voilà, ça c'est un logement intermédiaire. Vous distinguez ici le système de cage d'escalier extérieur. Ils ont tous, évidemment, tous les logements sont dotés de balcons, de terrasses, etc., d'espace extérieur. Maintenant, c'est devenu quasiment une obligation après la crise sanitaire, mais c'est quelque chose qu'on s'imposait de toute façon bien avant cela. Donc ça, c'est la façade de l'immeuble, bon, avant que les commerces viennent s'installer le long de la rue Hoche, cette rue principale. Ça, c'est l'angle rue Hoche, rue du Congo. Là aussi, maintenant, il y a un commerce. Là, tous les commerces sont occupés. Bon, là, donc un logement assez atypique, hein, avec une façade courbe. Ça, c'est son séjour et sa cuisine. Sachant que là, il s'agit de coulissants cintrés. Chose auquel le maire ne croyait pas, mais bon, il a fini par démontrer que c'était faisable. Ça, c'est l'entrée du passage Roche. Avec un porche qui permet d'accéder au jardin central. Donc là, articulation entre la partie collective et la partie intermédiaire. Non, décidément. Ça, c'est la cour intérieure avant qu'elle soit véritablement, on va dire, plantée comme elle l'est aujourd'hui. Le jardin vu vers l'ouest, donc l'extrémité étroite du trapèze. Ça, c'est le passage Roche, avec ses intermédiaires dotés chacun de ses balcons. Voilà encore l'intérieur. Ça, c'est la place du marché, avec on voit se profiler derrière. Donc là, ça aussi imposé par le plan de ZAC, assez judicieusement, je dois dire, même s'il masque un peu notre immeuble. Mais je pense que c'est quand même très pertinent de l'avoir conservé. Et nous, derrière, on voit se profiler donc cet immeuble. Voilà, d'autres images du passage Roche. Voilà, bon. Et ça, c'est l'intérieur d'un logement, à l'angle, donc, en l'occurrence... Ah bon ? D'accord. Non, bah, j'avais une dernière, mais on ne la verra pas. Voilà. Je vais arrêter là. Enfin, c'est dommage quand même, je vais pas vous montrer. Je passe très vite. Non, je voulais finir sur cette image-là, qui me tient à cœur, parce que je trouve qu'elle est très émouvante. Donc, toujours de Heinrich Tessenhoff, donc 1929, un projet non réalisé. Esquisse d'une école de musique à Berlin. Il y a une espèce de volonté délibérée d'effacement, non seulement de l'architecte, mais également de l'architecture. Heinrich Tessenhoff était connu pour ça, une sorte d'hypermodestie, une volonté de ne pas finalement aller à l'encontre, je dirais, des dispositifs traditionnels de l'architecture domestique. Et là, on voit très bien comment il réussit avec ce genre de représentation extrêmement touchante à fabriquer, en fait, en quelque sorte, une atmosphère tout à fait particulière, tout en estompant au maximum donc, la présence de l'architecture. Voilà.